Bon, merci de l'invitation du Cercle Bayard, qui est une émanation du Cercle Aristote, n'est-ce pas? Un cercle de province. Et le Cercle Aristote, c'est un mouvement que j'aime bien, dont je suis les conférences régulièrement, parce qu'ils invitent des gens très intéressants. Et puis Rougeron parle régulièrement d'écologie, et ce qu'il dit n'est pas idiot du tout. Même si vous verrez que je vous titillerai un peu tout à l'heure sur les souverainistes, hein, et l'écologie. Mais donc, je suis ravi d'être là, et merci à Ludovic Blanco pour cette organisation et de m'avoir invité, suite à la conférence que j'avais fait d'ailleurs en ligne, que vous pourrez retrouver sur Gaïa, puisque Rougeron, vous avez vu, il croit en Gaïa. C'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'est Gaïa et pourquoi il s'intéresse à cette question. En fait, en définitive, Gaïa est là depuis le début de l'écologie, disons. Depuis le 19e siècle, c'est très marqué en fait par un sentiment de plénitude face à la nature. Enfin bon, je ne vais pas raconter ça ce soir, mais je vous renvoie à cette conférence que j'ai faite, cet entretien au Cercle Aristote qui est visible en ligne. Donc deux mots sur mon parcours, parce que vous ne me connaissez sans doute pas. En tout cas, j'ai été un écologiste. Je peux parler au passé quand même, et vous verrez pourquoi. J'ai toujours été passionné par les oiseaux, notamment, depuis l'enfance. Et donc j'ai adhéré assez rapidement au centre ornithologique Auvergne, puisque je suis auvergnat. Et je suis devenu, après c'est devenu la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux en Auvergne, je suis devenu vice-président de la LPO Auvergne, puis j'ai été pendant 15 ans au conseil d'administration de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est quand même la plus grande association, elle est moins connue que certaines, mais la plus grande association ou ONG environnementale aujourd'hui en France en termes de membres, puisqu'il doit être 60 000 membres, il y a à peu près 600 salariés, donc c'est une grosse structure, vous voyez, et où il y a des passionnés d'oiseaux, mais pas que. Et en tout cas, voilà, j'ai fait un parcours j'ai même travaillé pour France Nature Environnement, etc. Donc j'étais dans le milieu de l'écologie, si vous voulez, jusqu'à rompre finalement avec l'écologie pour tout un tas de raisons. Mais la première, c'est quand même le catastrophisme de l'écologie que j'avais du mal à supporter, hein. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'on prenait de plus en plus de pouvoir et qu'on avait de plus en plus d'influence sur les politiques publiques, notamment, qui étaient menées. Et je pensais, et je pense toujours, que les ONG sont en train de faire beaucoup de mal à notre pays. On en discutait avec Ludovic tout à l'heure à table. Vous savez, quand elles ont été créées il y a 50 ans, c'était comme une route sur laquelle il n'y avait pas de code de la route, il n'y avait pas de panneau de limitation de vitesse, etc. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de ligne blanche, c'est que dalle. Donc évidemment, il y avait beaucoup de choses à faire à l'époque. Voyez. Mais aujourd'hui, il y a des panneaux partout, des signaux lumineux, vous voyez. La législation a énormément enflé sur le domaine de l'environnement. Il faut reconnaître les progrès immenses qu'il y a eu sur les espèces. Je salue mes amis chasseurs de la Fédération de chasse qui sont parmi nous. Et donc, on en arrive à un point où il y a tellement de choses qui ont été mises en place qu'elles sont obligées de se radicaliser, en fait. D'autant plus qu'elles ont beaucoup de salariés à payer, et donc il faut se radicaliser. La radicalisation devient nécessaire, si vous voulez. On est à 130, il faut passer à 110 km/h, à 90, et puis à 10, parce qu'à 10, on fera encore des morts, donc il faut aller à 0. Vous voyez, on est un peu dans ça, quand même. Bon, bref, et puis j'étais un peu agacé aussi je pensais que l'écologie, de façon générale, ça coquinait trop avec la gauche, hein. Or, on doit être apolitique. On m'a reproché, je l'ai beaucoup raconté, de parler notamment, d'avoir fait, pendant le confinement, une interview à Valeurs Actuelles. C'était étonnant quand même qu'on me reproche ça. Enfin, on peut parler des oiseaux, de la nature ou je ne sais pas quoi, à qui on veut, à n'importe quel média. Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis voilà, donc je pense que l'écologie est compatible avec notre art de vivre à la française. Donc voilà, j'ai rejoint Action Écologie, qui est une association qui a été créée il y a 3-4 ans, j'étais pas là moi. Et en fait, l'Action Écologie, c'est une association anticatastrophiste, d'abord, qui essaye d'avoir un discours un peu différent sur l'écologie, de montrer que ce qui est dit souvent dans les médias n'est pas forcément une réalité, ou en tout cas, on peut essayer de voir les choses autrement. Sur les espèces, la biodiversité, on pourra en reparler, même sur le climat. Il y a plein de choses qui sont dites, et je pense qu'il y a une forme de réinformation à faire, parce que ça va toujours dans le même sens. Or, on peut lutter assez facilement contre le catastrophisme. Et puis, Action Écologie est évidemment apolitique. Et puis, on pense aussi qu'on peut faire de l'écologie en étant compatible avec l'art de vivre à la française. On n'est pas obligé d'être animaliste, contre la chasse, forcément, contre les forestiers. Enfin, il y a un moment donné, il faut bien composer avec la réalité du monde. Donc, on n'est pas obligé de s'opposer à tout et à l'art de vivre de façon générale. Donc, c'est une présentation d'Action Écologie un peu rapide. Mais voilà.
Donc, on a un site internet, vous pouvez nous retrouver. On fait des études régulièrement. La dernière porte sur la question de la biodiversité. Elle s'intitule Biodiversité, faut-il vraiment paniquer alors que tant d'espèces se portent mieux? Et je vous invite vraiment à aller regarder cette étude et on pourra en reparler après. Donc, je vais essayer de traiter mon sujet. On est en plus au bon endroit pour le traiter, hein, dans la ville de Grenoble. Donc, qu'y a-t-il dans la tête d'un écologiste? Alors, je ne suis pas du tout racoleur, moi, toujours dans mes propos. Hein. Je ne désigne pas les gens. Et, bon, j'essaye de m'élever un peu. Puis j'ai fait une thèse en sciences politiques, donc je suis un peu un intellectuel, vous voyez. Donc, je suis un peu perché aussi. Donc, je ne vais pas être racoleur, mais je vais essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ce mouvement de l'écologie qui a pris une importance phénoménale au début du XXe siècle. Quoi. C'est extraordinaire ce qui se passe. Il n'y a pas une journée sans qu'on entend parler d'écologie. C'est devenu D'ailleurs, ce mot écologie, on va le voir après, a fait disparaître tous les autres mots qui étaient l'environnement avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avant, on parlait d'environnement, mais le mot a totalement disparu. Et de même qu'il y a une expression qui est le développement durable, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'entend plus parler de ce terme aussi. L'écologie a tout ratissé, mais ce changement de vocabulaire a aussi un sens. On va essayer de l'expliquer. Donc, alors, il y a des choses que je vais répéter si certains me connaissent, hein, mais on ne peut pas réinventer à chaque fois ce qu'on raconte. Hein. On a quelques idées dans une vie d'intellectuel, on va dire. Pas non plus, mais donc je vais dire des choses que j'ai évidemment déjà dites, mais il y a quelques nouveautés. Hein. Donc, une petite parenthèse, si certains ne sont pas d'accord, plutôt que m'interrompre à des moments où si je génère des gens, je préfère qu'on parle à la fin. Les oppositions ne me dérangent pas du tout, hein. Au contraire, mais parce que c'est plus facile de se concentrer, etc. D'accord? Donc, je vais vous donner ma définition de l'écologie, déjà pour commencer, parce que c'est pas mal d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un écologiste, c'est quoi l'écologie? Donc je réfléchis sur cette question depuis un moment, puis je suis en train d'écrire un deuxième ouvrage là qui va s'appeler Comprendre l'incroyable écologie. Et en fait, je suis arrivé à cette définition, c'est que l'écologie, et ça je crois depuis l'origine en fait, l'écologie ce sont des gens qui sont en général plutôt des urbains quand même. Ça a commencé pour moi au 19e siècle, même si on peut trouver des exemples avant, etc. Hein, mais bon, il faut bien donner un peu une date où ça part, disons. De façon importante. Et en fait, ce sont toujours des personnes qui ont vu le développement humain, si vous voulez, comme une espèce de danger. Et ils ont eu peur à un moment donné que ce développement humain entraîne des rétroactions négatives, si vous voulez, qui vont justement se retourner contre l'humain, contre lui-même. Et donc, c'est cette peur c'est la définition depuis le départ de l'impression qu'il y a une crise écologique. Vous voyez, la crise, on entend beaucoup parler de la crise écologique. Hein. Il y a, paraît-il, une crise écologique. On pourrait essayer de réfléchir pourquoi vraiment est-ce que c'est le terme adapté. Mais c'est cette inquiétude, vous voyez, dès le départ, des réflexions, par exemple, souvent des naturalistes d'ailleurs, par exemple des naturalistes américains comme John Muir, puis on peut citer Aldo Leopold, que j'aime bien citer aussi. Et ils voient en fait l'arrivée de la société industrielle, vous voyez, qui est de plus en plus visible dans le paysage. Je sais pas, des usines, puis on fait des carrières, par exemple, il y a des mines. Vous voyez, cette société industrielle, et qui choque d'ailleurs le regard souvent esthétique au départ. C'est énormément lié à l'esthétique, j'en ai parlé dans ma conférence, après les réflexions de Rougeron sur Gaïa. Et donc, il y a cette espèce de truc où en disant, mais le développement de l'homme, ça va mal finir. C'est ça l'écologie. La première chose, en tout cas, c'est l'aventure humaine va mal finir à cause des pollutions et de l'effet, si vous voulez, des destructions qu'il impose sur le territoire et qui vont se retourner contre lui. Et cette crise va entraîner quoi? Cette crise écologique va entraîner soit une disparition des hommes, on entend souvent ça, l'homme va disparaître, il va se détruire lui-même, ou disons une disparition de la civilisation. Vous êtes d'accord, c'est souvent ça qu'on entend en fait. De notre civilisation, c'est quoi? C'est la vie dans la cité, dans la ville tout simplement, où se développent les sciences et les arts. Vous voyez comme la civilisation, sur le paysage, on voit des cathédrales, des usines, et puis vous voyez, ça marque le paysage, des horloges. Etc. Et donc, c'est ça, c'est d'abord le diagnostic de crise, l'écologie. Et j'essaye pas de trouver une définition de l'écologie parfaite. Moi, je parle pas de l'écologie en termes de science de l'écologie, par exemple. Parce que quand on parle des écologistes ou de l'écologie, on ne désigne pas la science, en général, écologique, si vous voulez, l'étude des milieux naturels et leur interaction
avec les espèces, par exemple. C'est pas ça quand on dit les écologistes ou l'écologie, on ne fait pas référence à ça souvent, sauf dans des cercles particuliers. Où on peut parler des écologues, on ne dira pas des écologistes. Les spécialistes de l'écologie, de la science, disons de la discipline, on les appelle les écologues. Donc quand on dit écologiste, on fait référence à quelque chose. Moi je pense qu'on fait référence à ces gens, peut-être qu'il y en a dans la salle, qui pensent que nous sommes dans une crise écologique et donc que ça va soit détruire l'homme, soit ou affaiblir, disons, pour avoir un mot plus faible, la civilisation. D'accord ? Et donc, le deuxième pan de l'écologie, là, si on essaie de définir un peu plus, c'est qu'il faut répondre à la crise. Il faut répondre comment, s'il y a une crise ? Parce que c'est une crise existentielle. C'est le salut du monde, de l'homme qui est en jeu. Donc il faut répondre par des politiques qui soient à la hauteur des enjeux de crise. Donc il faut répondre par des politiques de salut public. Si c'est la mort qui nous menace, si vous voulez, il faut répondre très fortement par des politiques de salut public pour nous sauver. Et c'est ça l'écologie, c'est ce diagnostic de crise. Et deuxièmement, la nécessité d'imposer des mesures de salut public. Ici, on a cette définition. Il me semble que tous les gens qu'on appelle les écologistes sont dans cette pensée-là. Et je ne sais pas, on peut dire n'importe des vieux écologistes, comme j'en ai cité, enfin des anciens, qui sont plus parmi nous. J'ai dit John Muir en Amérique, Léopold, plus près de nous, le premier, comment il s'appelait oui, on peut dire, mais aussi celui, vous savez, qui a le verre d'eau à la main. Voilà, René Dumont, complètement dans la crise et tout. Et vous voyez, mais si on parle du lot, c'est pareil, ça répond à la définition. Si on parle des écologistes modernes, et à droite et à gauche, il y en a, je vous en parlais tout à l'heure, c'est toujours la même définition. Nous sommes dans le diagnostic est là, il nous faut nous sortir de là. Le salut public, les politiques de salut public. Alors il y a juste une petite différence que je mets souvent, c'est qu'il peut exister des écologistes qui ne pensent plus au salut public, mais qui pensent au salut privé. Ça, c'est un article que je vais publier dans un livre édité par Chantal Delsol, qui va sortir à la fin du mois. Là, ça va être sur les... Alors le salut privé, c'est quoi ? C'est le survivalisme. Alors peut-être, je sais que certains... au cercle Aristote, il y a des gens un peu comme ça. Et les survivalistes sont ceux qui vont aller se créer leur petite zone pour survivre à l'effondrement. Vous voyez que là, c'est plus du salut public parce qu'on n'est plus... on peut en discuter après. Hein. on n'est plus dans le salut public parce qu'il ne s'agit pas de sauver grâce à l'outil de la politique avec des politiques étatistes ou mondialistes. Il s'agit de sauver sa peau en recréant son petit univers avec ses communautés, etc., pour survivre au futur effondrement ou pour... Alors, il y a plein d'autres explications, mais ça existe quand même, le salut privé. Mais c'est quand même le même diagnostic, je trouve. Il y a une partie de l'écologie où c'est du salut privé. Mais voilà. Et donc, vous avez cette peur, et on reviendra tout à l'heure. Alors, la peur aujourd'hui de la crise. Alors, il y a eu plein de trucs sur l'écologie. Cette crise, comment on fait le diagnostic de crise ? Alors, au début, c'était les pollutions. On se disait, il va y avoir un effet délétère des pollutions, la destruction des habitats, l'équilibre qui existe dans la nature. Et on va bousculer tout ça, et donc ça ne va plus marcher à la fin. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres choses. Il y a eu la démographie. Ça a été un grand moment de l'écologie. Alors René Dumont pourra en parler. Ça revient un peu aujourd'hui, l'histoire des démographies, même à droite. On dit on est trop nombreux. Et donc ça va nous foutre en l'air, quoi. Et après, il y a eu le nucléaire à un moment donné. Il y avait le nucléaire. C'est pas si bête d'ailleurs. Peut-être que si on fait exploser toutes les bombes nucléaires, c'est pas un risque qui est nul quand même. C'est pas idiot comme réflexion. D'ailleurs, l'écologie, moi je dis, et d'ailleurs, moi, j'étais écologiste, donc j'ai cru aux deux choses, même si j'étais très critique sur les politiques de salut public. C'est pour ça que j'étais un peu philosophe déjà à l'époque. Je pensais que ce n'était pas possible. Mais donc, vous voyez, il y a eu comme ça, mais la démographie, pendant très longtemps, on n'en a plus parlé. Le nucléaire, on entend beaucoup moins parler. C'est beaucoup plus accepté comme une solution et non plus comme un danger existentiel. Vous voyez, et aujourd'hui, on arrive. Évidemment, qu'est-ce qui soutient aujourd'hui le diagnostic de crise ? Essentiellement, le réchauffement climatique. Imaginez un instant, hypothèse d'école, qu'il n'y ait pas, ou que l'hypothèse climatique, qu'il n'y ait pas de catastrophe, qu'on ne va pas vers la catastrophe. Je vous demande, qu'est-ce qui reste de l'écologie ? Si le climat ne soutient plus le diagnostic de crise, qu'est-ce qui reste de la crise écologique et qu'est-ce qui reste des nécessaires politiques de salut public ?
Donc il faut quand même s'interroger. Et il y a des crises que j'appelle de substitution aujourd'hui, qui viennent après la crise de la grande crise du climat, disons. C'est sur la biodiversité, essentiellement. Et puis l'effondrement, ce qu'on dit sur l'effondrement de la biodiversité. Et puis, alors on voit arriver, alors ça c'est la nouvelle crise 2023, la crise de l'eau, tu vois, en France, comme si on allait mourir de soif demain. Enfin, franchement, on n'est pas l'Espagne ou le Maghreb, il ne faut quand même pas exagérer. Il y a des problèmes dans certains endroits, hein, mais l'écologie, c'est cette capacité de créer des crises qui se succèdent les unes aux autres. Bon, il y en a une qui ne part pas, ça c'est la crise climatique qui reste bien ancrée et tout. D'accord? Donc c'est ça ma définition de l'écologie. Et je pense que, enfin pour moi, je la trouve absolument parfaite parce qu'elle répond à... Dès que voilà, vous essayez de réfléchir à ce que vous appelez écologisme, en général, c'est cela. Donc je voudrais, alors ça c'est un truc nouveau, alors je suis aussi chroniqueur pour un magazine qui s'appelle Transition Énergie. Et je vais vous parler de ma dernière chronique, c'est tout neuf, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont lu. Mais donc, je voulais parler de la peur exponentielle, parce que c'est un peu ça, si vous voulez, l'écologie. Alors la peur exponentielle, ça a été défini par Benoît Ritaud. Alors Benoît Ritaud, c'est un mathématicien qui est président de l'association des climato-réalistes. Alors c'est un malpensant, bien sûr, mais c'est un type très intéressant et qui a écrit de nombreux livres, et je vous conseille de lire ses livres. Il va en sortir un d'ailleurs prochainement. Et Benoît Ritaud a écrit un livre qui s'appelle La peur exponentielle. Et alors, il parle de qu'est-ce que la peur exponentielle. Il raconte toujours la même histoire. C'est le roi, je crois que c'est un roi, oui, le roi Shiram, je crois que c'est plus ou moins en Inde. Et vous savez, il s'ennuyait beaucoup et il demande à son ministre Cessa de lui faire un jeu, quoi. Enfin bon, le distraire. Il invente les échecs. Il y en a qui connaissent cette histoire. Et puis il dit, bon, écoute, comme il est très content du jeu des échecs, Shiram dit, bah, écoute, je te donne ce que tu veux, dis-moi, même le plus grand des rêves, je te le donnerai, je te l'offrirai, quoi. Et donc c'est ça, dit, bah, écoute, c'est très simple, tu as l'échiquier, là, avec les cases, et donc je veux un grain de blé sur la première case, 2 sur la seconde, 4 sur la troisième, 8. Hein, à chaque fois, il double nos nombres de grains, etc. Jusqu'à la dernière case, qui, je crois, la 54e, ou je ne sais plus combien il y a. Ah, 64, oui. Une dizaine, un joueur d'échecs parmi nous. Et donc, ouais, le roi dit, bah, bien sûr, Shiram dit, évidemment, c'est vraiment tout ce que tu veux. C'est quand même... bon, je pensais que tu aimerais d'autres choses. Mais en fait, quand ces conseillers, disons, commencent à arriver au milieu de l'échiquier, ils se rendent compte que tous les grains de riz de la terre ne permettraient... J'ai dit du blé, non, c'est peut-être du riz. Hein, tous les grains de riz de la terre ne suffiraient pas pour te donner ce que tu as désiré finalement. Et je crois que, alors j'ai lu ça tout à l'heure parce que j'ai vérifié sur Wikipédia, là ils disent que si on arrive à 64e case, alors il faut 1500 ans quasiment de production de riz de la terre, enfin voilà, pendant 1500 ans, vous voyez. Donc c'est l'exponentiel en fait, hein, c'est à chaque fois on multiplie par... Enfin, on double à chaque fois, etc. Et c'est la peur exponentielle. Et en fait, l'écologie, je crois que là, Benoît Ritaud est assez juste, c'est-à-dire que l'écologie, c'est cette peur exponentielle. Et je vais vous donner après un exemple. Hein. Elle a cette peur exponentielle inscrite chez elle. C'est le truc où on va être complètement envahi, l'eau va monter jusqu'à ce qu'on puisse plus respirer, quoi. Et c'est ça la peur exponentielle. Et il y a une définition que j'aime bien, que j'avais trouvée là, dans un article de Benoît, justement, c'est la peur exponentielle consiste à s'inquiéter jusqu'à l'obsession d'un phénomène parce qu'on estime que sa croissance rapide va conduire à une catastrophe. Vous voyez? Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. À propos du climat, à propos de la biodiversité, là, il y a des courbes qu'on allonge et puis on va se retrouver bientôt, etc. Et donc là, un exemple de peur exponentielle typique d'un écologiste, c'est pour ça qu'ils ont ça dans la tête. Mais peut-être il y en a parmi vous, hein, mais je ne critique pas ça, mais je pense que c'est ça. C'est un jour, je raconte dans l'article, c'est comment Yves Cochet, vous connaissez Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, et bon, je l'avais invité à parler à mes étudiants, parce que Yves Cochet est un type très intéressant, très cultivé, etc., parce que je donnais des cours à l'université avant. Donc je l'invite, on fait une soirée, etc., puis à table, on va boire un coup après, et puis il me dit, alors je ne sais plus c'était à quelle époque, hein, il me dit, mais il n'y aura pas de Jeux Olympiques en 2012, à Londres.
Il n'y en aura pas parce que c'est toujours la thèse de Cauchy sur le prix du pétrole. Vous savez, le fait qu'il n'y ait pas assez de pétrole, qu'on on est après le pic pétrolier, et donc le prix augmente extrêmement fort, etc. Et donc on a une crise très importante. Et Yves Cauchy attend la crise, et lui, il croit au salut privé, au même qu'au salut public, puisqu'il a fait sa petite ZAD, là, je ne sais plus comment on dit, vous savez, dans la Bretagne, comment? La BAD. Voilà, la BAD, il a sa petite BAD. Alors justement, ce qui me fait marrer toujours, c'est que vous avez le survivaliste de gauche et le survivaliste de droite. Alors évidemment, le survivaliste de gauche, il a fait sa petite BAD, comme vous dites, mais le gros truc qu'il oublie, survivaliste de gauche, souvent, enfin, je me moque un peu d'eux, c'est qu'il prévoit tout, mais il oublie, ce qu'a pas oublié le survivaliste de droite, c'est d'avoir son flingue. Ben oui, ou sa mitraillette, si vous voulez, ou son arsenal, pour défendre sa batte, parce qu'évidemment, le jour de l'effondrement, ce pauvre cocher, s'il n'a pas prévu l'arsenal, il va se faire prendre sa batte en 2 secondes, vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment, enfin, faut quand même... Et donc voilà la différence entre les deux survivalistes, de droite et de gauche. Mais il y en a un qui me semble plus réaliste, d'une certaine manière, je pense. Mais enfin, peut-être que les survivalistes de gauche ont plein d'armes aussi. C'est pour vous faire rigoler que je dis ça. Hein. Ok? Le côté collaboratif. Ouais, oui. Et en tout cas, donc Yves Cauchy m'avait dit ça, et c'est la peur exponentielle, si vous voulez. Et il y a eu beaucoup de peurs exponentielles. Al Gore, par exemple, sur le climat, a eu des peurs exponentielles sur la calotte glaciaire arctique. Il a dit qu'en 2014, des études scientifiques prévoient qu'il n'y ait plus de glace en Arctique en 2014. Bon, en 2014, et même maintenant, il y en a encore 4 millions de kilomètres carrés au moment où c'est le plus bas. C'est-à-dire 8 fois la surface de la France. Vous voyez, la peur exponentielle. La montée de la mer et tout. Enfin, vous voyez bien qu'on est un peu là-dedans quand même. C'est bien dans l'ambiance dans laquelle on vit quand on parle d'écologie. Et alors, ça, c'est mon idée que Benoît n'a pas eue. Je lui ai dit, bah, tiens, tu aurais quand même pu l'avoir parce que c'est quand même évident. C'est que je me suis rendu compte à ce moment-là, en essayant de réfléchir à cette chronique, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des chroniques, ça vous oblige à réfléchir parce que vous devez trouver des idées. Mais donc, cette peur exponentielle, elle donne naissance à des projets qui sont l'inverse de l'exponentiel, qui sont le logarithme. Vous connaissez alors l'exponentiel, vous savez, c'est des mathématiciens, il a fait ça, la courbe qui, selon le temps, il monte. Et vous avez la fonction inverse, ou on dit réciproque, je crois, on s'en fout. Et donc vous avez le logarithme, qui, c'est, si vous voulez, le logarithme, mais je vais vers la Lune, mais je n'atteins jamais la Lune, parce que je vais d'une distance de plus en plus petite, au fur et à mesure que je vais dans le temps. Et donc je fais en sorte jamais de toucher la Lune, parce que je me dirige vers la Lune, mais je me rétrécis de plus en plus pour ne pas la toucher, ou toucher le plafond, si vous voulez. Hein, le logarithme, il a un plafond qu'il ne touche que dans l'infini. Donc il ne touche jamais. Et donc, en fait, les projets écologistes qui viennent de la peur exponentielle, ce sont souvent des projets, vous verrez, des projets que j'appelle logarithmiques. Parce que, en fait, vous avez le localisme. On reste dans ma frontière. On va en reparler avec les souverainistes, là. Ils adorent le localisme, ça me fait marrer, mais ouais, on en reparlera. Donc le localisme, la low-tech, c'est toujours petit, voilà le truc. La slow food, l'économie circulaire. Vous voyez, on circule, là, on n'est pas dans le logarithme, on est dans la... et puis, alors bien sûr, toutes les zones de faible émission. Et puis en fait, tout le projet écologiste, après, et le projet logarithmique, c'est de contrôler la croissance, vous voyez, de la maintenir, c'est un grand projet de contrition, en fait. Le projet qui sort de la peur logarithmique, non, de la peur exponentielle, c'est un projet de contrition, de plus en plus petite. C'est pour ça qu'on va vers la décroissance de l'économie, d'ailleurs. Parce que, évidemment, comme on est sur le CO2, en gros, le réchauffement climatique, CO2, crise, on va vers la fin du monde si on rejette du CO2. Donc à partir du moment où vous avez dit ça, vous avez fait ça comme diagnostic, il faut arrêter le CO2, il faut retourner tout de suite dans la forêt, quoi. C'est obligatoire. Je veux dire. C'est pour ça que je dis toujours que ça ne sert à rien de critiquer l'écologie en leur disant c'est l'écologie punitive. Pourquoi ils ont une écologie punitive? Pas pour le plaisir. On dit c'est les anti-humanistes, mais non, c'est les humanistes, parce qu'ils veulent sauver le monde ou faire en sorte qu'on survive. Donc je veux dire que les politiques qui veulent, moi j'insiste toujours beaucoup là-dessus, les politiques écologistes logarithmiques, disons, sont hyper cohérentes avec le diagnostic. Si on est dans la situation dont ils parlent, il faut bien avoir un projet logarithmique et se rétrécir et d'avoir de moins en moins d'impact. Parce que le CO2, si vous voulez, le CO2, il est à la base de toute croissance et de toute vie. Donc
Donc si vous voulez abaisser le taux de CO2, à moins qu'il y ait une révolution technologique, c'est tout à fait possible, mais c'est pas l'écologie ne prend pas cette hypothèse comme sérieuse. Il faut évidemment engager une politique de décroissance. C'est pour ça que j'aime pas quand on critique, on dit toujours dans certains cercles, on dit l'écologie punitive, je suis pour l'écologie, mais je suis contre l'écologie punitive. Ben oui, mais si tu as le même diagnostic, si tu as un diagnostic écologique tel que je l'ai dressé, tu es obligé d'avoir un truc punitif. Comment tu veux y arriver? Enfin, la décroissance, c'est quand même à un moment donné, c'est pas de la rigolade, quoi. Et donc, d'une certaine manière, Jean Covici a raison. Sauf que moi, ça va être, on verra après, mais je pense qu'il y a une erreur de diagnostic. Et je pense que si vous ne discutez pas du diagnostic, vous allez toujours tomber et bouffer dans la main de Jean Covici, pour faire simple. Parce que vous arriverez toujours à la même conclusion. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez arrêter de faire du CO2, si vous voulez baisser les émissions, il faut décroître. Donc c'est hyper cohérent comme pensée. C'est hyper cohérent, mais si la donnée de base est fausse, c'est un peu con, quoi. C'est un peu dommage. Donc il me semble qu'on est dans cette ambiance-là. Et donc, vous voyez, on est dans cette oui, le grand mot, c'est la sobriété, hein. Le zéro émission, la neutralité carbone, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est dans une situation, justement, alors je critiquerai le diagnostic, mais d'habitude je le critique plus tôt, mais là je vais le faire plus tard, dans le cours de ma conférence. Donc on est dans cette situation-là, et en fait, si vous voulez, c'est pour ça que l'anthropologie, moi, je fais de l'anthropologie finalement, pour comprendre ce qui se passe au niveau écologique. Là, c'est pas un phénomène rationnel qui est en train d'arriver. C'est un phénomène irrationnel qui relève un peu de la religion, et c'est pour ça qu'il faut faire de l'anthropologie, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, comment dire, la situation de crise, vous voyez, c'est vachement fécond d'un point de vue intellectuel. C'est intéressant d'être dans une crise. Parce que ça nous permet, en tant qu'être humain, d'avoir un discours de libération, d'une certaine manière. Et on donnera des exemples très clairs après. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, le bien et le mal, c'est la même chose. Ils se nourrissent l'un et l'autre. Vous avez une crise et vous avez le discours et l'aventure humaine qui vous embarque dans une aventure, justement, une aventure de libération pour éviter la crise. Et ce que je veux dire, c'est que le diagnostic de crise, en fait, à mon avis, il est second. Ce qui nous intéresse, c'est le discours qui vient après, qui est assez, enthousiasmant. Ça crée l'enthousiasme, parce qu'on va se sortir d'une affaire. Vous voyez, on est là, c'est comme dans un film catastrophe américain, il y a un héros qui veut sauver le monde, vous voyez. Mais je pense que ce discours qui vient après, des politiques de salut public, où on va essayer de s'enthousiasmer pour un projet, je pense que c'est celui-là qui est intéressant et qui crée le diagnostic, d'une certaine manière. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le penser, en tout cas. Mais on verra après, parce qu'on pourra parler du diagnostic. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que penser qu'on est dans une forme de crise, c'est vachement intéressant intellectuellement, parce que ça stimule le penseur de droite ou de gauche. Parce le penseur, l'intellectuel, est dans un état de transe, parce qu'il a quelque chose à se mettre sous la dent, pour une fois. Le penseur en sciences humaines, je parle. Pas le scientifique... mais parce que, si vous voulez, le penseur en sciences humaines, il a toujours besoin de trouver des prétextes pour alimenter son discours. Il faut comprendre que la science humaine, c'est un truc qui est imparfait par nature, contrairement à la science dure, parce que la science humaine, c'est la science sur les hommes. Mais il y a un défaut de construction incroyable que personne ne relève jamais, c'est que cette science humaine est elle-même faite par des hommes. Des femmes, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais on est trop impliqué pour vraiment être honnête. Et c'est pour ça que derrière les discours de sciences humaines, je pense par exemple les discours sur tout ce qui s'est passé quand il y a eu la bombe atomique, il y a eu tout un pan de la pensée. Il y a plein d'intellectuels qui sont nés là pour faire des livres sur la grande évolution, la nouveauté que représentait l'arme nucléaire, etc. Puis ça, les intellectuels étaient en transe sur ce truc-là, là. Mais le climat, ça rend pareil, en fait. Vous avez, comment il s'appelle, Bruno Latour, par exemple, ou des gens comme ça, des intellectuels de l'écologie, qui sont pris en transe parce qu'ils voient une espèce de nouveauté arriver, là, et ils peuvent essayer de trouver des solutions à travers... à travers une pensée intellectuelle, disons. Et donc,
la crise permet, je crois, d'installer le discours sur le bien et le mal et sur l'exceptionnalité de, de l'homme, en fait. Parce que en tant qu'être humain, si vous voulez, le défaut qu'on a, c'est que comme on est des mortels, il faut toujours qu'on s'invente des histoires pour montrer qu'on n'est pas des êtres médiocres, si vous voulez. Et le discours et c'est comme ça que naît, à mon avis, le bien et le mal, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas la médiocrité et le fait que nous fassions partie d'une histoire naturelle. Mon bouquin, mon premier, c'est l'histoire naturelle de l'homme. Et donc, on est un peu, comment dire, on est toujours en train de répéter le discours sur l'exceptionnalité de la race humaine, de l'homme, si vous voulez. L'exceptionnalité dans le mal et dans le bien. Je fais le mal, je détruis la planète, et je fais le bien en la sauvant. Il y a les deux discours, en fait, dans la pensée écologique. Et tout ça se nourrit, en fait. Mais ce qui est important, c'est pas ni que je fasse le bien ni le mal. Le mal et le bien, c'est la même chose. Ce qui est important dans les deux, c'est qu'on soit exceptionnel. Exceptionnel soit dans le mal ou dans le bien. Et l'important, ce n'est pas... C'est de cacher quoi? Ce qui est au milieu. La médiocrité dans laquelle nous sommes, ou vous êtes, puisque ce que cherche l'être humain, à mon avis, c'est la recherche essentiellement de son confort matériel, et c'est toute l'histoire humaine, depuis l'origine, c'est la recherche du confort matériel. Et donc, on est prisonnier d'une histoire naturelle, on est comme les animaux, mais on ne supporte pas ça. Et donc, on est toujours en train de réalimenter le discours sur l'exceptionnalité de la race humaine. Et encore une fois, que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est pareil. L'esprit des Lumières ou celui de l'écologie... voilà, Prométhée ou l'écologie qui essaye de faire de la décroissance ou Prométhée l'inverse, c'est la même pensée en fait. Je suis toujours dans l'exceptionnel. Bon, bref, je suis un peu allé un peu loin, je vais revenir, je vais être plus terre à terre. Mais l'écologie, alors vous avez comme ça une pensée féconde intellectuelle, mais qui existe à droite et à gauche. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez cette crise, comme je l'ai définie, et la nécessité de faire ces politiques de salut public. Mais vous savez pourquoi ça marche mal? Pourquoi on ne met pas véritablement ces politiques de salut public en œuvre? Pourquoi on ne les met pas en œuvre? C'est étonnant quand même. Si on est dans cette crise-là, bon sang de bonsoir, si c'est la catastrophe, si le climat, ça va nous foutre en l'air, s'il faut qu'on arrête le CO2, pourquoi on ne met pas les politiques qui vont en face immédiatement? Parce que la crise, pour l'instant, est une spéculation. La crise n'est pas arrivée dans nos vies. C'est une spéculation intellectuelle, scientifique si vous voulez, la science peut-être spéculative. Mais si vous voulez, il ne s'est rien passé. Je veux dire, imaginez quand même sur le diagnostic de crise. Depuis que l'écologie existe au XIXe siècle, on est passé quand même d'un milliard d'habitants à 8 ou 9 milliards. Il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Le niveau de vie a augmenté. L'espérance de vie a augmenté. Elle est où la crise? La pauvreté a diminué. Pas la pauvreté seulement dans les pays développés, parce que de plus en plus de gens se développent. La pauvreté a diminué à l'échelle globale. Elle est où la crise? C'est une hypothèse, la crise. Ce n'est pas un fait avéré pour l'instant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des crises ici ou là, avec des catastrophes et tout. Hein. Vous comprenez bien. Mais la crise globale, elle est où? Qui doit tous nous mettre à terre et mettre l'humanité à terre pour l'instant. Bon, vous voyez, c'est embêtant. Et donc, pourquoi on ne met pas en place les politiques radicales de décroissance comme la rationalité devrait nous l'imposer s'il y a vraiment une crise? Quand vous avez chez vous une fuite d'eau sur le toit, tout de suite, vous vous mobilisez. Si demain, on rentre en guerre, la Russie là, arrive avec ses chars, immédiatement, il y a la crise, il y a l'état d'urgence. Et c'est ce qu'appellent les écologistes de faire de l'état d'urgence. Et pourquoi on ne réagit pas? Parce qu'il n'y a pas de chars à la frontière, parce qu'il ne se passe rien au quotidien. Et donc on est dans ce temps un peu particulier, entre l'attente de qu'il se passe quelque chose, et ce diagnostic, où on fait une espèce de décroissance molle, par exemple. On est en train de... Pourquoi elle n'est pas dure, la décroissance, alors qu'elle devrait l'être, pour répondre à l'enjeu, qui est aussi fort? Pourquoi elle n'est pas dure? Parce que finalement, voilà, il ne se passe rien, et donc on n'est pas forcé, c'est pas nécessaire. Et tout ce qui est nécessaire, si ce n'est pas nécessaire, on ne le met pas en œuvre. Et donc, on est un peu dans ce truc un peu bizarre, où on n'arrive pas à mettre en œuvre les politiques qu'il faudrait, parce que les circonstances ne nous imposent pas de le faire. Et donc, à l'intérieur de tout ça, on arrive à avoir des discours sur l'écologie qui vont bien au-delà des mesures. Et ça, c'est l'écologie de droite ou l'écologie de gauche, ou l'écologie souverainiste. C'est là, je voudrais quand même en parler. Donc, l'écologie de droite, l'écologie de gauche, on la connaît bien. C'est c'est toujours la pensée systémique, c'est-à-dire d'essayer de raccrocher les thèmes écologiques aux marqueurs de sa propre pensée idéologique, pour faire simple.
Donc les écologistes de gauche, qu'on connaît bien, qui sont les plus communs, Piolle en est un exemple, et ben, il va dire que l'écologie, c'est aussi faire des trucs non genrés, des cours non genrés dans les cours d'école, vous voyez. Ce genre de choses, ou dire que les migrants, il faut les accueillir. Ça, c'est être écologiste, voilà. Ils vont essayer de ramener cette écologie à ces thèmes-là. Ils vont faire un grand ensemble, ce que j'appelle moi la pensée systémique, une pensée qui fait une pensée du tout, vous voyez. Et ce qui est marrant en ce moment, alors l'écologie de gauche, c'est typique, je vais vous donner, j'ai fait exprès, Hugo Clément, en ce moment, il sort un bouquin. Alors, il sort un bouquin qui est une BD. Alors, j'ai fait la capture d'écran de celui qu'il a montré sur Internet. Et alors, il dit, alors c'est un personnage qui parle pour présenter le bouquin, hein. Et donc, il dit, les écosystèmes dont nous dépendons pour survivre, alors attends, menacent de s'écrouler. Le tableau semble bien noir, mais il y a de l'espoir. Vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le diagnostic, ça s'écroule, mais il y a de l'espoir. Le deuxième, le bien arrive. Mais donc il y a de l'espoir. Je vous embarque avec moi dans une aventure extraordinaire qui va changer votre regard sur la nature et les animaux. Si l'on veut sauver notre espèce, nous devons inventer une nouvelle manière d'habiter la Terre. Alors évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a dans son truc, là, dans sa BD, mais j'imagine, comme c'est plutôt un mec de gauche, bon, caricaturé, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais allez, on s'en fout, c'est pour la démonstration. J'imagine qu'il voilà, une nouvelle manière d'habiter la Terre. Ben, s'il y a des mesures à prendre pour éviter de faire deux et aller à la décroissance, pourquoi on invente pourquoi il y a besoin d'inventer une nouvelle manière d'être? Il n'y a pas besoin. On met les mesures en place tout de suite. Pourquoi inventer un nouveau truc? C'est parce que c'est pour combler le vide qu'il y a en attendant la catastrophe, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à... Voilà. Et donc, sur la pensée de droite, c'est fascinant en ce moment, c'est que, bon, il y a des gens plutôt... Enfin, le cercle Aristote est un peu... Il mange un peu à tous les râteliers, mais sur ce niveau-là, mais... disons que c'est plutôt un mouvement de droite, disons. On pourrait classer plus à droite, même si... Non, je sais, il y en a qui vont dire des souverainistes. Je sais, mais je vais y venir aux souverainistes. Et c'est pareil... L'écologie de droite, alors là, je vais vous donner un exemple d'écologie de droite en ce moment. Alors ça, c'est très à la mode à droite. Vous allez voir, ça va fleurir comme... Et c'est, comment il s'appelle c'est Julien Rochdy. En ce moment, il est vachement dans cette pensée-là. Démondialisation sérieuse, réduction des flux marchands et financiers et humains. Oui, les migrants, bien sûr. L'écologie de gauche veut les migrants. Enfin, elle dit que c'est bien, c'est écologie, mais la droite, c'est l'inverse. Remigration, un peuple, une terre, recentrage de l'économie, localisme, transition écologique, fin du croissantisme. Lui non plus ne croit pas à la croissance, il croit à la nécessaire décroissance, parce que je pense qu'il a validé le diagnostic. Réélévation des standards, éducatifs, esthétiques, moraux, défense de l'Europe comme civilisation, espace solidaire. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il va mêler les sujets écologiques à sa propre idéologie, disons. Il va faire pareil que Hugo Clément, sauf qu'avec sa propre pensée. Et je pense que les souverainistes font un peu la même chose en ce moment. J'ai écouté Rougeron l'autre jour. Alors c'est marrant parce que j'ai trouvé qu'il se montait le bourrichon avec celui qu'il interviewait là, en disant je salue Rougeron. Et je redis que c'est un type très intéressant, mais il faut quand même qu'on discute un peu. C'est-à-dire que. Et alors il se montait ce bourrichon en disant alors évidemment, l'écologie ça peut que être souverainiste. Alors pourquoi? Parce que. Et aujourd'hui, écologie égale CO2. Hein? Donc si je ne veux pas faire du CO2, il faut que je fasse du localisme. Et je vous fais une caricature rapide. Hein. Localisme, donc. Il parlait du localisme, évidemment, éventuellement du protectionnisme, etc. Et l'antimondialisme, quoi. Bon, moi, je pense qu'on peut être souverain tout en... Voilà. Mais voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de raccrocher. Alors, moi, j'ai entendu ça il y a 20 ans chez les Verts. J'ai traîné chez les Verts. On disait pareil, l'écologie, c'est de gauche fondamentalement, quoi. Et Rougeron, l'autre jour, disait exactement la même chose sur le souverainisme. Non, vous voyez, on raccroche toujours le train de l'écologie à son propre truc. Parce qu'on est pris comme ça dans cette mystique où il faut, comme dit Hugo Clément, refaire une manière d'exister au monde, quoi. Alors il y a la manière souverainiste, la manière de droite, la manière de gauche, et je pense qu'on est là-dedans. Mais moi je pense, et c'est là que je voudrais en venir à ça, c'est que la question qu'il faut qu'on se pose, qu'il faut que vous vous posiez à mon avis, c'est sommes-nous dans une situation de crise? Est-ce qu'on peut discuter oui ou non du diagnostic? C'est ça la question. Et donc, je vous l'ai dit, le climat, c'est le premier élément qui nourrit le catastrophisme.
Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, encore une fois, si on enlève l'histoire du climat, qu'est-ce qui reste de l'écologie? Et d'ailleurs, c'est pour ça que on a réduit, et moi je critique beaucoup ça, on a réduit, enfin l'écologie, c'est vraiment réduit à des questions de CO2, et donc de politiques énergétiques. On en revient toujours à ça. Hein, c'est très net. L'écologie est devenue anti-CO2. Bon, alors c'est pas parce que vous avez un réchauffement... Alors, il n'y a pas de contestation du réchauffement climatique. Le climato-scepticisme, alors il y a plusieurs degrés de climato-scepticisme, mais si vous voulez, on va un peu trop loin, c'est-à-dire que les climato-sceptiques que je connais, en tout cas, l'association des climato-réalistes, par exemple, ne conteste pas du tout le changement climatique. Vous voyez, donc vous avez, voilà, ils contestent la part humaine dans le phénomène, en fait, et la part du CO2. Donc sur les gens qui critiquent la théorie du réchauffement climatique anthropique, vous avez un peu de tout. Vous avez des gens qui critiquent le fait que le CO2 puisse réchauffer véritablement l'atmosphère de la Terre. Vous en avez qui disent le CO2 est un... Oui, ça réchauffe, mais c'est un effet tout à fait marginal. Vous avez ceux qui disent oui, oui le CO2 participe au réchauffement climatique, effectivement, mais on ne va pas vers une catastrophe, pour autant. Vous avez aussi ceux qui critiquent les politiques menées au nom du changement climatique. Donc je veux dire, ce qu'on appelle aujourd'hui climato-scepticisme, c'est quand même très large et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Donc, alors moi, je peux pas, parce que je ne peux pas faire une conférence sur le climat, puis ça nous emmènerait trop loin. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais vous êtes forcément obligé de vous intéresser à cette question de gaz à effet de serre et de ce qu'on raconte aujourd'hui sur la catastrophe à venir sur le CO2. Moi, je me suis fait, au fil du temps, si vous voulez, à force d'étudier cette question, je me suis fait une conviction que moi, je ne crois pas à la catastrophe climatique. Je suis convaincu que peut-être nous allons arriver vers une catastrophe. Hein, et je suis à peu près convaincu que ce ne sera jamais à cause du climat, ni à cause de la biodiversité, mais ça, c'est encore plus facile à démonter, à mon avis. Et donc, sur l'histoire climatique, effectivement, vous avez un gaz extrêmement rare dans l'atmosphère, puisque c'est 0,04% de l'atmosphère. On est passé de 0,03% à 0,04%. Et évidemment, ça continue d'augmenter. Mais vous avez, et je crois que le débat doit exister dans le monde scientifique, et contrairement à ce qu'on dit, ce débat existe. Ce n'est pas parce que vous avez une instance qui s'appelle le GIEC que le débat au sein du monde scientifique n'existe pas. Je vous renvoie au livre récent de Stephen Kooning, par exemple, qui est un physicien, qui a écrit, donc, son livre vient d'être traduit en français, qui était un ancien conseiller d'Obama et qui critique l'alarmisme climatique très très clairement. Vous avez John Lundborg aussi, qui est un environnementaliste américain. Vous avez un ancien écologiste qui s'appelle Schellenberger aussi, qui critique tout le diagnostic en fait qui est fait par rapport au climat. Vous avez Madame Judith Curie, qui est une très grande scientifique. Richard Lindzen. Enfin, vous avez beaucoup de gens en fait, contrairement à ce qu'on dit, qui critiquent la crise climatique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours se poser des questions sur elle est où cette crise climatique pour l'instant. Elle est spéculative pour l'instant. Vous n'avez pas d'effet. Alors je vous rappelle, si vous regardez un peu les données, j'ai regardé un peu avant. Si vous regardez par exemple l'année 2023, qui était effectivement une année des plus chaudes depuis qu'on on fait des mesures, ça c'est vrai, hein, tout à fait, depuis qu'on fait des mesures. Hein. Parce que le climat, évidemment, change de manière naturelle depuis la nuit des temps. Vous avez périodes, d'ailleurs, les comptes rendus d'archéologues, c'est fascinant. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien les sur Arte ou sur tout un tas d'émissions RMC Découvertes, quand vous regardez les comptes rendus d'archéologues, mais vous avez toujours cette histoire de changement climatique à un moment qui bouleverse un peu des trucs. Enfin, c'est toujours fascinant. Donc ça, c'est vraiment une constante de l'histoire. Vous pouvez aussi lire Postel-Vinet, je crois, oui, qui a écrit Sapiens et le climat, où il montre effectivement l'histoire toujours millénaire de notre confrontation avec l'histoire climatique, quoi. Donc ça a toujours changé. Et donc vous avez assez peu pour l'instant, c'est surtout des projections qui sont faites. Vous n'avez pas de réalité catastrophique. Donc par exemple, je peux donner quelques exemples. Mais vous avez cette année a été une des meilleures années au point de vue de la production agricole dans le monde. Je crois que j'ai regardé les données de la FAO, en tout cas sur les céréales, etc. Donc vous allez
production agricole très très bonne. En France, cette année est une année très très bonne. Certaines régions, en tout cas, ont des très bons rendements. Vous avez des nouvelles comme ça qui viennent régulièrement sur le reverdissement du Sahel, par exemple. Vous avez le Sahel. Moi, quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup du Sahel. Parce qu'effectivement, les gens crevaient la faim. Parce qu'il y a eu toute une période entre les années 60 et 90 où vous avez vraiment eu des manques de pluie, si vous voulez, énormes, et ça a créé d'énormes problèmes au Sahel. Alors, vous pouvez regarder ça, mais le Sahel, depuis quelques années, a reverdi. Pourquoi? Parce que vous avez un régime des pluies qui est revenu, par exemple. Est-ce que vous entendez ça? Alors, il y a eu quelques articles, pour regarder les articles du Point, par exemple, sur cette question-là. Et donc, vous avez une multiplication des rendements par 3 au Sahel. Doublement de la population, je crois. Si vous regardez les pôles, par exemple, on parle toujours des pôles, ça c'est fascinant, mais ce qui se passe dans les pôles, j'ai donné l'exemple de Al Gore tout à l'heure, c'est pas très spectaculaire, contrairement à ce qu'on dit. Alors, cette année, effectivement, sur l'Antarctique, alors c'est marrant parce que pendant très longtemps, on a parlé de l'Arctique. Alors, évidemment, l'Arctique, c'est vrai que ça a baissé, c'est assez stable depuis, je pense, une dizaine d'années, l'Arctique. Et l'Antarctique, on n'en parlait jamais, parce que justement, l'Antarctique, depuis qu'on fait des mesures, depuis 1979 seulement, hein, avant, on n'a aucune idée de la surface des pôles, hein, et des masses, on n'en sait rien. Depuis 1979 qu'on fait des mesures, en Antarctique, ça a monté jusqu'en 2015. Il y avait une tendance à l'augmentation. Alors, personne ne parlait de l'Antarctique. Tout le monde parlait de l'Arctique, parce qu'effectivement, l'Arctique, c'était l'effet inverse. Mais aujourd'hui, je vous avertis, vous allez regarder, je pense qu'on va parler beaucoup plus de l'Antarctique, parce que c'est en train de s'inverser. L'Antarctique, c'est vrai que ça a pas mal baissé ces dernières années, contrairement à l'Arctique qui se stabilise. Vous voyez, donc je pense que dans les années à venir, les alarmistes vont énormément parler de l'Antarctique plutôt que de l'Arctique, vous verrez. Donc sur la montée des océans, là c'est pareil, les données, en fait, là, effectivement ça monte, mais de valeurs toujours assez similaires, et ça, il n'y a pas d'augmentation de l'augmentation, si vous voulez. Il y a une courbe assez plate, je ne sais plus combien c'est 1 millimètre par an, je ne sais jamais vraiment, je me trompe, c'est ça à peu près. Et donc il n'y a pas de montée des eaux spectaculaire, si vous voulez. Et donc encore une fois, il n'y a pas de, enfin, pour en rediscuter, mais évidemment il y a des événements météorologiques. Si vous lisez le rapport du GIEC sur énormément d'événements météorologiques extrêmes, ils disent qu'il n'y a pas d'augmentation sur les ouragans, les tempêtes tropicales, tempêtes de grêle, etc. Il n'y a pas de phénomène d'augmentation. Même sur les feux de forêt, évidemment, alors là, les médias s'en mettent à cœur joie là, tous les étés, mais vous avez eu cette année, par exemple, en Grèce et au Canada, où ça a beaucoup plus brûlé que certaines années, mais à l'échelle du globe, si vous regardez les feux de forêt, il a quasiment jamais, ça n'a jamais été aussi peu de surface brûlée. Il faut vraiment regarder précisément ces données-là, parce qu'en fait, on focalise toujours. C'est ça qui est fascinant aussi avec le phénomène météorologique, si vous voulez. C'est que la météo, on parle de ça depuis des siècles, la météo, tout le temps, tous les jours. Il fait beau, machin. Mais donc, et en plus, comme on a une vision mondiale de la météo, si vous voulez, c'est un truc infini, quoi. Et moi, je dis que le catastrophisme sur le climat, ça va être aussi mon message, c'est que le discours catastrophiste va finir par s'épuiser. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas annoncer le cataclysme tous les jours, et oui, à un moment donné, ça va s'épuiser, parce que ça ne vient pas, quoi, d'une certaine manière. Donc vous voyez, sur le climat, il faudrait vraiment en parler plus longtemps. Je n'ai pas le temps, mais moi, je me suis forgé mon propre avis sur la question. Je pense que nous n'allons pas vers un cataclysme climatique, et que peut-être que la civilisation s'effondrera, parce que je dis, c'est tout à fait possible, qu'on voit un nouveau Moyen-Âge. Je pense que moi, ça ne sera pas lié au climat ni à la biodiversité. Il peut y avoir des phénomènes anthropologiques plus simples. Vous avez des cycles, beaucoup de cycles dans la nature. Voilà. Donc, sur le climat, vous me dites si je suis trop long. Mais alors là, maintenant, en plus, je regarde mes amis chasseurs, là, mais il y a une crise ce que j'appelle une crise de substitution aujourd'hui, qui est sur la biodiversité. Vous savez, de l'effondrement. Vous entendez parler de ça quand même. Et vous voyez bien qu'on est dans le même type de phénomène que sur le climat. On est en train de créer l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et on commence à avoir un discours très similaire. Et on commence, voilà, où l'IPBES va donner la caution scientifique. J'ai mis mon caution scientifique sur le diagnostic de crise, comme le GIEC. Et on fait dire au GIEC beaucoup de choses qu'il ne dit pas aussi. Hein. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais bref.
Et puis les modèles, enfin, j'ai pas le temps de parler. On va parler de biodiversité, c'est plus marrant. Et puis c'est plus facile à démonter. C'est pour ça que je dis que vous avez le même genre de catastrophisme sur la biodiversité. Si vous n'y comprenez pas grand-chose dans le climat, commencez par la biodiversité, puis allez revoir après sur le climat. Parce que je trouve que c'est plus simple, parce qu'on parle du grand effondrement du vivant à l'échelle du globe. Alors d'abord, première remarque, vous avez quand même une espèce qui est l'espèce humaine, qui s'est passée de 1 milliard en 1800 à 9, 8 ou 9. Hein. Donc une croissance exponentielle, disons. Je pense que ça va stabiliser là. Clairement, il va commencer à y avoir une dépopulation. On arrive au bout. Mais donc, ce fait-là, vu la manière dont on vit, il ne peut pas être neutre au niveau impact. Évidemment que ça a un impact sur les espèces, sur les paysages, sur la nature en général. Évidemment. Vous avez un bouleversement à certains endroits de la physionomie de la nature, de l'environnement, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne se crée pas de nouveaux... Parce que moi, sur la biodiversité, vous verrez... Enfin, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Ça n'existe pas, l'équilibre. Il y a seulement des ordonnancements. La nature, les espèces, les individus de ces espèces s'organisent, s'ordonnancent d'une certaine manière. Et ce qu'il faut comprendre dans la biodiversité, c'est qu'elle n'est jamais la même au cours du temps. Parce qu'on a tendance à vouloir protéger la biodiversité telle qu'elle est. Comme si on prend une photographie, puis on ne veut pas que ça bouge. Mais c'est complètement débile. Pourquoi ? Parce que la nature, par définition, la biodiversité, change en permanence. Ça, c'est la matière demeure et la forme se perd. C'est Ronsard, à la Renaissance, qui disait ça. Donc la physionomie, je veux dire Grenoble, les alentours de Grenoble, je suppose qu'il y a 100 ans, il y a beaucoup moins de forêts, par exemple. On aurait vu le paysage d'ici. Vous voyez, la nature se transforme sans arrêt. Ça peut être à cause de l'homme, ça peut être à cause de l'arrivée d'espèces, par exemple. Je ne sais pas moi. Vous enlevez l'éléphant aujourd'hui de certaines zones d'Afrique, vous allez avoir une recomposition, un réordonnancement. C'est évident. Mais l'homme, quand il arrive et quand il crée il y a un réordonnancement qui se crée. Il va défavoriser certaines espèces, il va favoriser d'autres espèces. Peut-être que globalement, il y aura moins d'espèces d'ailleurs, mais c'est pas parce que vous avez une disparition de certaines espèces que c'est forcément un drame. C'est forcément quelque chose que vous pouvez vous rattacher au diagnostic de crise. D'accord ? Imaginez que demain, le panda disparaisse, l'ours blanc, le vautour en France. Il ne se passera rien. C'est très emmerdant pour nous parce qu'on aime ces espèces d'un point de vue patrimonial et esthétique. Je suis un grand défenseur des oiseaux. Hein. Mais globalement, parce qu'on dit beaucoup, le vautour, ils ont un rôle dans la nature parce qu'ils mangent les animaux morts. Mais si le vautour disparaît, il ne se passe rien. La carcasse, ça sera bouffée par des vers, des renards et je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les animaux n'ont pas de rôle dans la nature, il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Ça, c'est le début de l'écologie, c'est intéressant pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, les écosystèmes, etc. Mais ça n'existe pas. C'est dépassé du point de vue de la science de l'écologie, de la discipline. C'est des notions complètement dépassées. Il n'y a pas d'équilibre dans la nature, ça n'existe pas. Il y a des ordonnancements à la rigueur, c'est en tout cas le mot que je donne. Donc, à l'échelle du globe, peut-être qu'il y a des diminutions de la biodiversité. Je ne dis pas le contraire. Je dis que ce n'est pas forcément un drame, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément avoir d'effet sur nous-mêmes ou sur le développement des humains. Mais ce que j'aime bien, parce que c'est toujours les ONG, ils parlent toujours, ils ont des grands chiffres, des méta-analyses, etc. Revenons en Europe et en France. Qu'est-ce qu'on constate sur la biodiversité ? Alors, il y a des espèces qui vont beaucoup moins bien. Je vous prends un témoin, si je dis une connerie, vous me direz. Il y a des espèces qui vont moins bien, qui sont moins fréquentes qu'avant. Alors, on parle, je sais pas, dans les oiseaux, tu parles de la tourterelle des bois, par exemple. On parle des oiseaux qui sont liés aux espaces agricoles. Il y a l'étude du programme Stock, par exemple, qui dit que sur les oiseaux qui vivent sur les milieux agricoles, il y a une diminution de 30% depuis 30 ans. Il y a très certainement eu une diminution des oiseaux liés aux surfaces agricoles. Ça, c'est vrai, il y a des espèces. Alors, moi, quand j'étais jeune, mes parents disaient, mais on ne voit plus de hannetons, et dans ma jeunesse, il y a plein de hannetons. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ce temps-là, mais moi, non, j'ai jamais vraiment connu des moments où il y a beaucoup de hannetons. Ah, les hannetons, c'est les... Oui, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, alors j'en vois un peu, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Bon. Donc, évidemment qu'il y a des espèces qui vont moins bien. Mais alors, je peux vous citer un nombre d'espèces qui vont mieux qu'avant. Mais alors là, je trouve même que si on regarde un peu de façon objective la situation de la biodiversité en France et en Europe, franchement, depuis 50 ans,
Ce qui est frappant, c'est pas du tout la diminution des espèces, c'est plutôt le retour des espèces. Et là, on peut prendre des catégories des oiseaux. Les oiseaux des espaces agricoles diminuent. D'accord. Mais vous avez des espèces, des oiseaux dits généralistes, dans le programme stock, qui augmentent assez significativement. Je sais pas, je pense aux pigeons ramiers, il doit y avoir la fauvette à tête noire, je ne sais pas dans quelle classe elle est, oui, des choses comme ça. Donc cette catégorie-là, le programme stock montre qu'elle augmente. De même que les oiseaux forestiers ont augmenté. Pourquoi? Parce que la forêt s'était étendue. Et il y a une catégorie d'oiseaux qui a énormément augmenté. Mais le programme stock, il ne le dit pas. Parce qu'il n'a pas créé de catégorie oiseaux d'eau. Il pourrait en créer une. Il devrait même, je dirais. Parce que ça serait scientifiquement honnête. Il y a eu une explosion des oiseaux d'eau depuis 30 ans. Une explosion. Alors, j'ai fait un petit calcul en reprenant les chiffres du programme stock. Il faudrait refaire les calculs, mais moi je trouve qu'il y a je crois que c'est 91% d'augmentation depuis 2001 des oiseaux d'eau. Vous avez 600% d'augmentation de la cigogne blanche en France. Les cormorans, n'en parlons pas. Les oiseaux d'eau, je veux dire, quand je consulte les vieux ornithologues qui ont à peu près 80 ans, ils me disaient sur le littoral atlantique, on ne voyait pas une aigrette. C'était hyper rare de voir une aigrette, vous voyez, les oiseaux blancs là. Et aujourd'hui, c'est légion, il y en a partout. Les hérons, les aigrettes, etc., les hérons garde-bœufs. Ça a explosé, ça. D'accord? Donc ça, c'est les oiseaux. Alors, on parle toujours, ah oui, mais les hirondelles diminuent. Mais je dis, oui et non, parce que vous avez 5 espèces d'hirondelles. Alors, il y en a 2 qui diminuent. Hirondelles de cheminée et hirondelles rustiques. Mais vous avez vous avez plutôt des hirondelles en augmentation. Vous pourrez vérifier exactement lesquelles, mais sur les 3 autres, je crois que c'est l'hirondelle rousseline, dans le sud de la France. Je crois qu'elle est plutôt en augmentation. Et puis, vous avez l'hirondelle de rivage et l'hirondelle de rocher. Ils ne sont pas où tout va bien, vous voyez? Donc, il ne faut pas focaliser sur que les espèces, vous voyez, qui arrangent le récit de la catastrophe. Et je répète que même si ces espèces disparaissent, c'est pas pour ça que ça alimente la crise, vous voyez ce que je veux dire? Sur les mammifères, c'est encore plus spectaculaire sur les mammifères. Vous avez, alors on parle toujours du loup, hein, n'est-ce pas? Le loup, alors ça on le voit partout, mais le loup c'est quand même un prédateur. Il est en haut de la chaîne alimentaire. Il est en train de... Alors on parle des... Et c'est pas une signe de bonne nouvelle, de bonne santé? Le loup, il faudrait même qu'il bouffe. Qu'est-ce qu'il bouffe? Des ongulés sauvages, bon, des moutons parfois. Donc ça pose problème. Voyez ce que je veux dire? Il faut quand même noter que cette espèce en haut de la chaîne alimentaire se porte bien et est en expansion. Vous avez tous les ongulés sauvages. Mes parents, moi, parce que mon père, une fois, il a dit, je me rappelle, il disait, ah, nous, on a quand même, nos ancêtres, ils ont vu beaucoup de choses dans la nature. Hein. Nous, on aura encore vu quelques trucs, mais alors vous vraiment, vous verrez plus rien. Mais je pense que c'est exactement l'inverse. Mes grands-parents ont vu 10 fois moins de choses que moi j'ai vu. Par exemple, les grands ongulés sauvages, je sais pas, les sangliers, chevreuils, cerfs. Putain, mais c'est commun. Aujourd'hui, qui n'a pas vu ces espèces-là? Je peux vous assurer que mes grands-parents n'ont jamais vu ça. La loutre, alors ça c'est une espèce emblématique des naturalistes et la loutre, je ne sais pas si vous connaissez la loutre, ça mange des poissons, ça vit dans la rivière. Il y a 30-40 ans, c'était des espèces qui étaient flinguées, qui étaient tuées en fait. Parce qu'on avait tendance à tirer un peu sur tout. Mais la loutre est en train de reconquérir tout le territoire. Mais la loutre, on a toujours dit que il lui fallait des eaux pures, etc. Alors que ça veut dire que l'eau est si dégueulasse comme ça, et elle n'a pas à manger la loutre pour se reproduire et augmenter ses populations comme ça. Le castor a été réintroduit il y a 30 ou 40 ans. Il y a 14 000%, je crois que c'est 14 000% d'augmentation du castor. Je peux vous dire qu'il y en aura partout sur le territoire, le castor. Et que ça va poser un problème d'ailleurs, pour les répiciles, les arbres, etc. Donc sur la biodiversité, ce qui est fascinant, c'est toutes ces bonnes nouvelles, en fait. Mais franchement, je serais prêt à débattre avec n'importe qui sur cette question-là. Je n'arrive pas à croire, quand j'ai vu Bois Dubourg l'autre jour à la télé, complètement la face complètement déprimée, il parlait des cigognes qui ne migraient plus. Mais on s'en fout qu'elles ne migrent plus. Certaines ne migrent plus d'ailleurs. Mais on s'en tape complètement. Il y a de plus en plus de cigognes sur l'école de migration. Pourquoi? Parce que cette population explose. Donc vous avez il y a un moment donné, si vous voulez, diagnostic de crise sur la biodiversité, je suis fasciné. Alors, on peut parler des insectes aussi, si vous voulez. C'est l'effondrement des insectes. Toujours 80%, excusez-moi, sur
J'ai oublié de dire sur les oiseaux, un truc important, c'est les rapaces. Les rapaces, il y a 40 ans, 50 ans, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est les buses, vautours évidemment, je ne sais pas moi, faucons. Alors il y a une espèce de faucon qui revient, c'est l'élagnon blanc, une espèce magnifique qui est en train de conquérir la France. Et puis, il y a une bonne nouvelle, moi je vous en sors à l'appel. D'accord? Donc, et donc les insectes, c'est pas, on dit que 80%, alors 80% des insectes ont disparu, je l'ai encore entendu. Philippe Murer a bien cité ça d'ailleurs. Mais en fait, c'est une étude allemande qui a trouvé qu'il y avait 80% de diminution des insectes. Il y a plein de biais méthodologiques sur cette étude. Moi, je l'ai lu moi-même. Bon, bref, il y a d'autres études qui ne montrent pas tout à fait la même chose, mais on focalise toujours sur cette étude allemande qui a fait le buzz, et on ne se pose pas de questions. Et en fait, sur les insectes aussi, alors, c'est pareil, oui, des insectes ont diminué, oui, certainement, il y avait moins de papillons qu'avant. Ça, c'est certain, et je ne dis pas le contraire, moi, mais je dis qu'il faut arrêter de se... Alors, ce qui est marrant sur les insectes, c'est parce qu'on parle en ce moment de la... Comment dire en tant que ça en ce moment, la punaise de lit. Alors, le moustique tigre aussi, je vous rappelle. Le frelon asiatique. Il y a vous savez, il y a un truc qui bouffe le palmier aussi. Ce que je veux dire, c'est que on a dans les informations des données que je viens de vous donner là. Ça sont des insectes. Ils ne diminuent pas eux. C'est pas un effondrement là. Ça va. On pourrait dire, bah tiens, mais non, on en parle parce que ça fait le buzz et ça nous emmerde. Donc on voudrait qu'il y ait un effondrement des punaises de lit, vous voyez. Là, ça ne nous arrange pas là. C'est incroyable. Mais c'est pareil pour le frelon asiatique. C'est pas un insecte le frelon. Le moustique tigre, c'est pas un insecte. Alors pourquoi il est en augmentation? Pourquoi il explose comme ça? Donc y a-t-il un alors parce que sur l'insecte on dit, parce qu'à mon avis la diminution des insectes elle n'est pas évidemment qu'elle peut être liée aux pesticides, etc. Évidemment, puisque le pesticide c'est fait pour ça. Mais moi je pense que c'est pas l'explication la plus pertinente. Je pense qu'il y a bien d'autres facteurs d'explicatifs. Alors évidemment il y a la lumière, la pollution lumineuse. Il y a aussi le fait, ça on le raconte avec Christian Lévesque. Et Christian Lévesque revient souvent sur cette question, c'est qu'avant, vous savez, dans les campagnes, l'hygiénisme en fait a énormément joué sur les insectes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des tas de fumier partout, même les déchets de restaurants dans les villes, c'était très différent. Hein. Là, la gestion, si vous voulez, sanitaire, qui est très bonne, il ne faut pas revenir dessus. Hein, parce que les insectes sont nos ennemis aussi, c'est pas seulement nos amis. Les insectes, ça me fait toujours marrer. C'est pas mauvais que certains insectes diminuent, je veux dire, parce que c'est vecteur de maladies, etc. Ça, c'est quand même connu. Donc, comment? Lavoisier. Lavoisier. L'air et la lumière. Oui. Purification. Oui. Et donc, vous voyez, donc je trouve que, si vous voulez, il y a un alarmisme qui arrive sur la biodiversité, là, qui est exactement copier-coller que le climat, si vous voulez. Et moi, je dis que si on regarde un peu là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, il faut arrêter. Puis ce qui est aussi ce que je veux vous dire aussi sur la nature, c'est ça aussi, c'est que sur les questions de la nature, ce qui est incroyable, là vous allez être d'accord, je pense, avec moi, mais ce qui est fascinant, c'est cette capacité que la nature a à recoloniser les espaces laissés libres. Ça va à une vitesse. Et du coup, vous savez, on fait des carrières d'exploitation de granulats, par exemple. Alors les écologistes vont être contre ou vont faire des carrières parce qu'il faut faire des routes quand même. On a besoin de matériaux, de matières premières, quoi. Il faut bien qu'on extrait chez nous. Si vous êtes souverainiste, il faut quand même. Mais ça détruit, c'est vrai que à un moment donné, ça détruit la nature, ça c'est vrai, hein. Et c'est horrible. Vous avez un coin à la campagne, c'est votre coin où vous allez toujours, vous adorez, c'est beau et tout, puis on vous fait un trou énorme, et pendant 15 ans vous avez des engins énormes, vous avez les boules, quoi. Et vous luttez, vous créez une association pour lutter contre le méchant industriel qui fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de carrières, par exemple, de sable qui sont devenues de paradis pour les oiseaux. Et aujourd'hui, les ornithologues, ils font les beaux, ils font les trucs, ils font des visites et tout, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est le problème, c'est qu'on a une vision hyper fixiste du monde. C'est l'évolution qu'il faut voir, c'est dans le temps. La carrière, j'ai vu des carrières, des réhabilitations de carrières. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a une carrière. Ça a été magnifiquement fait, la nature est revenue. Et en fait, la nature revient à une vitesse complètement folle. Et c'est ça, ça devrait être une source d'espoir magnifique. Moi, j'ai vu chez moi, là, on fait des travaux en Île-de-France. Les arbres ont poussé là, dans les interstices, ça s'est monté dans des trucs improbables, etc., très très vite.
Et la nature, mais ça je crois qu'on est d'accord avec ceux qui font de la gestion d'espace naturel, je regarde la Fédération de chasse parce qu'ils font ça toute la journée, on voit quand même cette rapidité de la recolonisation de la nature. Donc c'est jamais perdu, quoi, ce que je veux dire. Donc c'est pas parce que vous avez une diminution que c'est un drame. Je vais finir, et puis je vais bientôt finir, donc on pourra discuter après, je parle depuis longtemps peut-être. Faut que je m'arrête bientôt. 5 minutes. Ouais, c'est ça. Donc voilà ce que je vais vous dire. Alors il y a eu la crise de l'eau, je ne vais pas faire des tonnes sur la crise de l'eau, mais ça c'est une crise qui arrive. Alors on entend la crise du plastique aussi. Tu vois, il faut toujours... faut essayer de se sortir de ce diagnostic, vous voyez. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, qu'il y a des sujets, qu'on doit forcément en faire un truc de crise qui nécessite des politiques radicales pour se sortir de trucs, quoi. Et tomber dans des trucs de décroissance, des trucs où on va réinventer le truc, réinventer des manières d'exister au monde, etc. Non, ça va pas, ça. En fait, et c'est ce qui va se passer, en fait, je pense. Vous savez, je pense que nous allons vers l'écologie telle que je l'ai décrite. Le discours va s'épuiser. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas maintenir comme ça un discours... c'est comme quand vous annoncez le Messie, si vous voulez. Si le Messie vient jamais, à un moment donné, vous vous fatiguez, quoi. Donc vous passez à autre chose. Et les crises qu'on a inventées sur l'écologie, parce que je pense qu'on en a inventé sur la population, etc., ça ne veut pas dire que ça ne peut pas créer certains problèmes. On pourra en reparler après, parce que je vais un peu vite. Hein, mais, le diagnostic, si vous voulez, ça va s'épuiser parce qu'on ne peut pas comme ça. Donc, si vous voulez, on va plus écouter les délires apocalyptiques et catastrophistes et on va revenir à des rationalités comme ça s'est passé à propos du nucléaire, par exemple, où on n'est plus dans la fin du monde quand l'arme nucléaire a été inventée, où vous avez tout ce développement de théories intellectuelles sur tous ces sujets-là. Et donc, je pense que les discours catastrophiques vont s'épuiser, qu'on est dans un phénomène quasi religieux, où ce n'est plus rationnel, notre peur exponentielle n'est plus rationnelle, et je pense que nos politiques logarithmiques ne sont pas nécessaires. Et que là, on rentre dans quelque chose qui est problématique. Donc je pense que progressivement, parce que moi je ne crois pas vraiment je ne pense pas qu'on peut agir ou on peut faire semblant d'avoir un impact sur ce qui va se passer. Or, on aura très peu d'impact, on peut faire accélérer les choses. Mais globalement, après, je pense que l'écologie se soit calmée et qu'on invente d'autres choses éventuellement. Je pense qu'on va revenir et c'est à ce à quoi il faut revenir, c'est à l'environnement, ce terme-là qui a disparu. Pourquoi, en fait, l'écologie, le terme écologie est le seul qui subsiste ? C'est parce que le diagnostic et la nécessité de faire des politiques radicales, ce truc-là écologiste a été repris absolument par tout le monde, y compris les élites politiques, les élites industrielles, les élites de toutes sortes. Nous sommes dans une pensée écologiste. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il n'y a plus que le mot écologie qui subsiste. C'est pour ça qu'il n'existe plus le mot environnement ou le mot développement durable, par exemple. Parce le développement durable, c'était enfin... Bon, on pourra revenir, mais je n'ai pas le temps. Mais... Donc on va revenir progressivement à ce sur quoi on n'aurait jamais dû perdre, ce qu'on n'a jamais dû perdre de vie. On va revenir progressivement à des trucs qui ne vont pas être excitants, vous allez voir. On va revenir à la notion d'environnement, progressivement. C'est quoi l'environnement ? C'est je lutte contre les pollutions, les nuisances et les risques. C'est comment je corrige les effets pervers de mon développement. Ça a toujours été ça, l'environnement. Donc l'environnement est une réflexion qui vient en second. D'abord, j'ai une politique industrielle, j'ai une politique agricole, je dois produire, etc. Et ensuite, je vois comment je peux corriger les effets pervers produits par ces différentes politiques. Si j'ai une pensée écologique, je vais faire l'inverse. Je vais soumettre l'agriculture aux nécessités écologiques. Et donc, je vais, à mon avis, rendre l'agriculture bien moins productive et bien moins compétitive. De même que l'industrie, d'une certaine manière, je vais la détricoter, je vais la détruire. Si vous êtes dans l'écologie, ça va être ça. Si vous êtes dans l'environnement vient toujours en second. Je vais corriger ces effets pervers. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité pour se développer de produire des denrées alimentaires, de produire des minéraux industriels, etc. Mais... Et ça a toujours été ça, l'environnement. Comment je lutte contre les pollutions de l'eau, je les retraite, les nuisances, le bruit, les déchets et les risques naturels et industriels. On va revenir à ça progressivement, vous verrez.
Et on retrouvera les mots d'ailleurs. Mais quand je vais dire ça, quand je dis ça aux gens qui vont revenir à l'environnement, je n'intéresse plus personne. Parce que c'est pas... Parce que vous n'avez plus le récit dont j'ai parlé tout à l'heure, du bien et du mal, et de l'extraordinaire aventure pour sauver le monde et sauver la Terre, quoi. J'intéresse pas. Le cerveau n'est pas préparé. En fait, on fait des catégories. Donc, dès que vous employez des mots gâchettes, Ouais. on dit trigger en anglais, en fait, il y a une case qui s'ouvre dans la tête et hop, vous pouvez rentrer. En fait. C'est comme ça que ça marche. Oui, peut-être. Alors, on discute juste après. Je finis, je conclus, mais je pense qu'on va revenir à ça. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que moi, je préfère avoir... Puisque, si vous voulez, aujourd'hui, ça m'ennuie l'écologie, parce que j'en ai marre de me rapetisser. J'ai écrit dans cette tribune-là que les hommes qui sont dans le projet logarithmique, là, qui veulent faire du local, du machin, on peut revenir sur le local, là. Ce sont des hommes qui rétrécissent, comme dans le roman de Matheson, là, où vous avez l'homme qui rétrécit. Le mec est pris dans un projet, un piège logarithmique, vous savez, il rapetisse de plus en plus, le gars. Mais il se rend compte qu'il ne va jamais mourir, puisqu'il rapetisse de plus en plus, mais jamais il va arriver au zéro. Et donc, il est pris dans le piège du logarithme, finalement. Et moi, j'ai l'impression que l'écologie, c'est ça. C'est l'écologie de droite, de gauche, l'écologie souverainiste, ce que vous voulez. Ce sont des hommes qui veulent rétrécir, qui veulent faire d'avoir de moins impact possible, etc. Et moi, ça m'ennuie, cette vision un peu peine à jouir, un peu... Vous voyez, il y a un truc qui m'emmerde, pour faire simple, et pour ne pas être poli. Et j'ai envie de respirer, de rêver, vous voyez. J'ai pas envie de rêver dans le logarithme, parce que je rêve dans le petit. C'est jamais j'atteins la Lune. Mais moi, j'ai envie d'atteindre la Lune. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai marre de ces projets qui veulent pas dépasser la Lune. Ça m'emmerde. Je ne veux pas déplacer le 1,5 degré, 2 degrés. Je veux pas dépasser 0,04%. C'est ça le projet logarithmique. Mais j'en peux plus. Moi, j'étouffe. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de faire exploser le plafond. J'ai envie d'aller sur la Lune, de faire exploser le logarithme. Et donc, j'ai envie d'un projet exponentiel, d'une certaine manière. Je pense que l'être humain peut-être, et on parlait de Jean-Pierre Petit juste avant, là. Jean-Pierre Petit c'est un espèce de fou là, très sympathique, et lui il rêve à l'homme plus tard, peut-être dans des centaines, et peut-être plus près que ça, qui va trouver des choses incroyables sur l'énergie, parce que je pense que nos technologies ne sont rien par rapport à ce qu'on inventera demain. Et je pense que l'avenir, j'aimerais qu'on rêve un peu des projets, au voyage interstellaire, vous voyez ce que je veux dire? À ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on est, parce que j'en peux plus, j'étouffe un peu sous la Lune et sous le logarithme, quoi. Je préfère à penser et rêver avec Elon Musk plutôt que m'emmerder à faire avec Jean Covici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À faire de plus en plus petit, oui, je vais m'organiser pour faire la décroissance, mais cette décroissance, on sera heureux quand même. Mais moi, je veux pas de ça, je préfère un projet exponentiel. Voilà. Merci.